Il est 13h tout de suite, le sommaire de cette édition. 19 février 1990, 19 février 2020, 30 ans déjà que s'ouvrait la conférence nationale des forces vives au Bénin. À cet effet, un rappel des faits de cette époque historique vous sera fait dans un instant. Tournée des émissaires du ministère de l'Énergie dans 6 arrondissements du département de la Takora. Ils ont mis en service des ouvrages d'électrification rurale hors réseau et par raccordement au réseau électrique. Puis, deuxième édition de la Semaine nationale de la planification familiale. Elle a pour thème la contraception. Allons encore plus loin ensemble. La crise politique et sociale était au plus fort quand s'est ouverte le 19 février 1990, ce qui va passer à la postérité comme la conférence nationale des forces vives de la nation. Une première en Afrique francophone à l'époque accouchée notamment grâce au respect des engagements de légalisme du général Mathieu Kérékou, président de la République au moment des faits. À ce titre, son discours d'ouverture était à l'apaisement, empreint de fort relang patriotique. Nicanor Kovi nous en a sélectionné ici un extrait. Qu'une ère nouvelle s'ouvre pour notre pays, à savoir celle de l'indispensable adéquation à établir entre nos nouvelles réalités nationales et nos institutions démocratiques actuelles, au sein desquelles doit s'exprimer librement le pouvoir du peuple souverain à travers ses composantes authentiques, quelle que soit leur sensibilité politique, pourvu qu'elle soit socialement représentative. Cette ère nouvelle, disions-nous, est celle d'une impulsion décisive à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation qui, animé d'un regain d'enthousiasme et de saine émulation, pourront se lancer dans un puissant élan patriotique à la conquête et à la réalisation de tous les objectifs de notre programme d'ajustement structurel. En décidant d'assumer en toute responsabilité et en toute connaissance de cause la tâche de convoquer une conférence nationale des forces vives de la nation, quelle que soit leur sensibilité politique, conformément aux recommandations expresses de la session conjointe spéciale du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, du comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire et du Conseil exécutif national révolutionnaire, tenu du 6 au 7 décembre 1989, nous savions parfaitement à l'avance les conséquences et les implications d'une telle décision historique sur tous les plans. Et parlant toujours de la conférence nationale, c'est à Robert Dossou, avocat et acteur politique, a été confiée l'organisation. C'est ainsi que le 22 décembre 1989 a été créé le comité national préparatoire de la conférence nationale des forces vives. La conférence enfin arrivée, Robert Dossou a placé dès le premier jour cet événement historique sous le signe de l'intérêt collectif. Nous avons à confronter nos idées sur le devenir de notre patrie. Nous sommes venus d'horizons philosophiques et même géographiques divers, mais quelle que puisse être la diversité de nos sensibilités et perspectives, nous demeurons tous ici, du moins si nous le croyons, unis
par une seule détermination, celle de construire notre commune patrie. Chacun devra sortir un peu de lui-même pour concéder à l'autre. Chacun devra réduire toute dilatation subjective de son moi afin que l'intérêt collectif l'emporte. Vous allez à présent suivre les propos de quelques citoyens béninois qui nous racontent ici comment est-ce qu'ils ont vécu cette période de la Conférence nationale des forces vives de la nation. On les écoute. Je l'ai vécu avec ferveur et enthousiasme parce que, vous le savez si bien, les travailleurs étaient tellement opprimés, puis pressurés parce que n'ayant pas de salaire, la démocratie était complètement à terre, les brimades sont devenues monnaie courante, et tout cela combiné a amené les travailleurs à s'organiser autrement. S'organiser autrement en dehors de l'unique centrale syndicale qui existait, l'UNSTB. Donc on s'est organisé en comité d'action, ainsi de suite, pour obliger le pouvoir à se débarrasser du PRPV. Finalement, on est allé à la conférence nationale, avouons que c'était émouvant. Émouvant, moi j'y étais en tant que représentant du ministre du Plan, et cela n'a pas été facile. Donc c'était dans une grande ferveur. On se posait la question de savoir si les décisions qui seront issues de la conférence nationale seront respectées. Si ce n'était pas respecté, moi je ne serais pas en train de répondre à vos questions aujourd'hui. Si ce n'était pas respecté, il y a un certain nombre de choses qui ne pourront pas se dérouler. Même si ce n'est pas respecté, l'actuel chef d'État ne pourrait pas être président de la République. Cette conférence est venue mettre fin à une longue période de désordre, une longue période de désorganisation, de déconstruction de l'État, avec la perte de toutes les libertés, avec la perte de tous les droits. Et l'homme était devenu un loup pour l'homme. Donc, avec la conférence nationale, nous avons réussi à mettre fin à cette période pour tourner une autre page de l'histoire de notre pays. Je pense, en toute objectivité, qu'aujourd'hui le gouvernement gouverne, l'Assemblée contrôle les actions du gouvernement et vote les lois, et le pouvoir judiciaire est dans son couloir en s'occupant de tous ceux qui sont présumés avoir triché avec les textes de la République. La conférence a mis fin à une dictature militaro-marxiste et nous sommes entrés dans un renouveau démocratique au moins pendant 30 ans. Moi je ne suis pas allé à PLM à Léjo où se tenait la conférence, mais grâce à l'époque à l'ORTB, tout le monde était arrivé sur votre station et qui a fait un travail remarquable. On ne peut pas dire que les décisions n'ont pas été mises en œuvre. Et il faut aussi saluer le président du Haut Conseil de la République à l'époque, Monseigneur Isidore de Souza, grâce à sa vigilance, parce qu'il avait dit « Vous m'avez nommé, mais je ne vous reconnais plus ». Donc il est resté droit dans ses bottes. Et puis progressivement, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Au cours de la conférence, j'étais au séminaire Saint-Paul de Djimé. Et ce dont je me souviens, c'est qu'on nous a rassemblés au séminaire pour nous dire que le pays est en train de vivre un événement important et qu'il fallait prier.
Bon, on n'avait pas accès à la télévision, petit séminaire, mais au moins on écoutait la radio pour voir ce qui se passait. Et on savait aussi qu'il y avait un personnage important, Monseigneur de Souza, qui était impliqué dans cette grande rencontre-là. Ce n'est pas d'abord le personnage de Monseigneur Isidore de Souza. Bien avant cela, l'Église avait déjà aidé le peuple de Dieu à prendre conscience des enjeux de la situation de l'époque qui n'était pas reluisante, comme vous le savez. Et donc, toute l'Église était mise en prière. Il y avait des groupes de prière ininterrompus sur les paroisses, chemin de croix, adoration du Saint-Sacrement et le jeûne pour implorer Dieu, pour que Dieu aide le Bénin à s'en sortir, pour ainsi parler. Donc, il y a tout ce mouvement-là qui a été fait, un mouvement national, de sursaut national pour crier vers Dieu, pour que Dieu sauve le pays de sa situation. En dehors de cela, les évêques ont écrit plusieurs lettres. Et on se rappelle encore la fameuse lettre « Convertissez-vous et le Bénin vivra », où les évêques ont essayé de situer chaque composante du peuple de la nation béninoise face à ses responsabilités, dans ce qui est arrivé et comment faire pour s'en sortir. Et donc, c'est tous ces facteurs conjugués avec d'autres initiatives prises par les Béninois, des gens qui, dans la clandestinité, luttaient, des gens qui voulaient le changement. C'est tous ces efforts conjugués qui ont donné l'événement de la conférence nationale. Et à ce niveau-là, on peut maintenant parler du rôle important qu'a joué Monseigneur de Souza comme un homme de Dieu qui a été désigné par ses pairs pour être président de cette conférence-là. Et nous avons vu, et Dieu l'a vraiment aidé, comme lui-même le disait, je me suis laissé conduire par Dieu. C'est un passé dont nous pouvons être fiers. Je pourrais dire même que la conférence nationale, c'est la manifestation du génie politique béninois. On en parle encore de cette conférence des forces vives de la nation de 1990. Les différentes sensibilités du pays étaient mobilisées pour cet événement qui a été couvert par les médias existants à l'époque. Quelle a donc été leur contribution à l'organisation de ces assises? Ariane Da Silva nous replonge dans l'histoire. Il faut avouer que la situation s'était dégénérée. La crise politique était aiguë en 1989. Le président Kérékou ne savait quoi faire. Le bureau politique, comité central du PRPB. Il faut dire que ça n'allait pas du tout. Face à ces multiples problèmes que traversait le pays, il fallait trouver des solutions. D'où la réunion des instances du PRPB les 6 et 7 décembre 1989. Pour dire que dans le premier trimestre de 1990, nous irons nous réunir quelque part pour une conférence nationale. Franchement, au départ, on se demandait quel peut être le contenu. Mais avec le temps, le gouvernement a mis sur pied le comité préparatoire. Ce comité préparatoire était donc chargé de l'organisation de la conférence des forces vives de la nation, un événement qui a été couvert par les médias qui existaient à l'époque. Il n'y avait qu'une seule radio. La conjoncture politique de la période l'expliquait. La voix de la révolution, c'était son nom, la station nationale. Et puis il y avait la télévision. Du côté de la presse écrite, il y avait Ewouzou, l'organe du militantisme révolutionnaire comme on l'appelait. Mais avant Ewouzou, il faut dire que il existait un journal qui continue de paraître jusqu'au moment où je vous parle. La Croix du Bénin, qui est née en 1946. Déjà vers les années 87-88, deux organes de presse, deux périodiques se sont créés. Nous avons vu venir le journal La Gazette du Golfe. Ce journal qui est apparu dans le paysage médiatique a commencé à traiter de sujets assez sensibles, assez délicats. Il y a eu aussi quelques mois après Tam Tam Express. Ce journal a été créé par Denis Rodon. Donc, ces deux journaux auxquels je peux me permettre d'ajouter Bienvenue au Bénin, qui est un journal, un périodique. Et voilà les trois journaux, plus un quatrième si on peut. C'était le journal de M. Kwessan Diagoué. Lui aussi, il est décédé, mais enfin, Écho d'Afrique. Chacun de ces organes de presse a couvert la conférence nationale de façon impartiale et professionnelle, confient ces témoins de l'histoire.
La conférence nationale a été un moment de renaissance de la presse dans ce pays. L'opinion avait l'impression de les prendre pour des gens au service exclusif du pouvoir. Voilà que la conférence nationale arrivant, on voit des journalistes qui, de façon professionnelle, ont su donner la mesure de tout ce qu'ils ont appris, dans la manière dont ils ont couvert et rendu compte des événements au jour le jour. Nous donnions la parole à tout le monde. Nous avons dit, nous devons faire en sorte que les Béninois gagnent et qu'au sorti de la conférence nationale, qu'on puisse dire, écoutez, les choses ont changé. Ce n'est plus le PRPB. Et les gens ont bien trouvé le mot, ça doit être le renouveau démocratique. La radio émettait de 6h du matin et on finissait à 1h, 1h30. C'est ça qui a permis à tous les Béninois des villes ou des campagnes de suivre minute après minute ce qui se passait au PLM Alédio. Puisque nous émettions non seulement en français, mais également dans les 18 langues nationales. Pendant 10 jours, il fallait venir tous les matins chercher l'élément qui était d'actualité dans la salle. Il y avait des thèmes qui venaient, puis selon l'ordre du jour, et nous allions couvrir donc ce factuel-là. Mais nous prenions à côté des personnalités qui avaient un besoin pressant de parler. Beaucoup voulaient s'exprimer. Donc ce sont des à côté de la conférence qui n'étaient pas le sujet central dans la salle, mais des sujets à côté, latéraux je veux dire, qui aussi influençaient les débats à l'intérieur. Et là, je peux vous dire que nos patrons qui étaient là à l'époque nous laissaient faire. Je dois vous dire que pendant la conférence nationale, il n'y a plus de censure, ne dites pas ceci, n'écrivez pas ça. Tout s'est déroulé comme nous le souhaitions à l'époque. Et ça, je dois dire que c'est une des victoires que nous avons eues à la conférence nationale. Au-delà de la couverture de la conférence nationale des forces vives, assurée par les médias, ils ont aussi été impliqués dans l'organisation de l'événement. Je me rappelle que nous avons surtout été très utiles au moment où on devait penser aux Béninois de la diaspora. Parce qu'ils ont pensé que nous, en tant que journalistes, on devait avoir des informations. Surtout les cadres qui étaient dans les organismes internationaux, qui étaient partis travailler par rapport aux informations que nous avons, pour qu'eux, ils n'oublient pas. Nous, pour bien identifier les sensibilités. Les médias étaient aussi des acteurs de la conférence. Parmi les délégués, la presse était représentée pratiquement par 3 personnes. À la fin des travaux de la conférence des forces vives de la nation, un satisfecit a d'ailleurs été décerné aux médias à travers une motion de félicitations. Ce 13h se poursuit avec la célébration de la Journée mondiale de la radio à Lokossa. Les 39 radios membres de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin ont célébré l'événement. C'était en présence d'une forte représentation gouvernementale des différentes structures et organisations du domaine de la radio. Le reportage est signé Michael Nouati Aziz Alabé. C'est une 4e édition de la Journée mondiale de la radio sous l'égide de la FERCAB, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. Elle se veut toujours une synergie d'action des membres de ce creuset. Et pour ces radios, la diversité, axe principal du thème de l'édition 2020, devra faire école dans la conception et la diffusion des différents programmes. Je voudrais saluer l'engagement de la Fédération des radios communautaires, FERCAB, à faire de cette journée une activité fédératrice de toutes les radios membres. Il n'est un secret pour personne que la radio est un puissant outil pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité et constitue une plateforme pour le débat démocratique. La radio est particulièrement bien placée pour rassembler les communautés et favoriser un dialogue positif en faveur du changement de comportement.
C'est également une célébration faite de perspectives. Tout en lui reconnaissant son fort potentiel d'unification et d'outils efficaces de développement, la radio est appelée à mieux poursuivre sa noble mission, celle d'informer, d'éduquer et d'épanouir. Le thème de cette année, à savoir, nous sommes la diversité, nous invite à célébrer particulièrement le pouvoir de la radio de refléter et de promouvoir la diversité sous toutes ses formes. Je ne saurais intervenir ici sans nous inviter à faire vivre cette diversité dans les joutes électorales à venir. À l'heure où notre cher et beau pays est en train de se révéler au monde comme un prodige, à l'aune de l'immense et indéniable potentiel qui a sommeillé pendant longtemps, le rôle de la radio en général et celle des radios de proximité plus particulièrement est plus que jamais prépondérant lorsque l'on sait qu'elle brise aussi bien les limites de l'indisponibilité de l'énergie électrique que celles des moyens financiers pour porter l'information vitale à ceux qui en ont le plus besoin la plupart du temps. Pour la preuve de cette union, les 39 radios-membres de la FERCAB ont synchronisé l'entièreté des programmes conçus pour cette célébration. Des émissaires du ministère de l'Énergie étaient en tournée dans 6 arrondissements du département de la Takora. Ils ont mis en service des ouvrages d'électrification rurale hors réseau et par raccordement au réseau électrique. Simon Villon et Pierrette Adansi. Des habitants de Kontori ivres de joie. Cet arrondissement de la commune de Kobli entre ainsi dans l'ère de la modernité avec la mise en service des ouvrages d'électrification. 3, 2, 1, 0. Au nom du chef de l'État, je remets officiellement dans les mains de la population de Kontori, par l'intermédiaire de monsieur le maire de Kobli, la ministre centrale de Kontori, qui est là en même temps pour donner de l'eau potable. Ce dispositif devrait impacter 200 ménages directement et 1200 personnes indirectement. Un champ solaire de 160 panneaux de 300 watts crête pour une capacité totale de 48,8 kW crête installés. On a aussi 10 lampadaires solaires installés. Nous avons aussi un château d'eau de 20 mètres cubes, 4 bonnes fontaines installées au village. Je voudrais remercier le chef de l'État pour cette noble ambition de donner à la population de l'eau et de l'énergie. C'est la particularité de ce projet qui combine l'aspect eau et l'aspect énergie. C'est une vision très noble. Je voudrais m'associer à toute la population de Kontori. Pas des acclamations pour dire merci à son Excellence Patrice Talon. Tabota et Dipoli, 2 arrondissements de la commune de Bukumbe, ont aussi chacun bénéficié des ouvrages électriques. 2, 1, 0. Et la lumière suit. Dites au président de la République et à son gouvernement, merci de notre part. La commune de Bukumbe est fière de lui. Sous lui, nous avions eu le goudron. Nous avions eu 2 arrondissements raccordés avec le réseau conventionnel. On a tout gagné, on a beaucoup gagné et nous devons le remercier. Vraiment, je suis très contente parce que je suis aide-soignante à la maternité. Souvent, nous avons des difficultés au cours des accouchements. Nous faisons des accouchements avec des lampes torches. Autre localité prise en compte par le programme d'électrification rurale Kérou. 3 arrondissements de cette commune ont aussi également reçu la visite de la délégation de l'ABERM. Il s'agit de Kaobagou, Firou et Fetekou. Nous avons vu l'énergie dans les différents foyers. Nous avons vu l'énergie dans les différents ateliers au profit de nos commerçants, pour permettre de mener des activités génératrices de revenus. C'est le moment de saluer l'initiative, de féliciter le gouvernement et davantage remercier vraiment tous les acteurs qui se sont mobilisés pour la concrétisation
de ce projet. L'occasion de la mise en service de ces infrastructures a été saisie par les populations pour exprimer d'autres préoccupations. Les agents de la sécurité sont à nos côtés, mais sans moyens roulants. Dans la commune, il n'y a que 2 commissariats et une commune à 4 arrondissements, donc il faut nécessairement penser aux moyens roulants des agents de la sécurité, tout en augmentant également leur nombre. Sur le plan éducatif, il y a le manque criard d'enseignants. Nous demandons au chef de l'État de bien vouloir nous offrir un hôpital de zone à Kéro, digne de ce nom, pour pouvoir permettre d'apporter les soins nécessaires qu'il faut à la population. Le secrétaire général du ministère de l'Énergie a rappelé le vœu du chef de l'État de pouvoir bénéficier des compteurs électriques au prix promotionnel. Le chef de l'État a dit, compte tenu de la capacité de la population, l'abonnement sera de 50 000 francs. Le coût global des travaux sur l'ensemble des sites de l'Atakora est d'environ 2 milliards de nos francs CFA. En attendant des solutions idoines aux diverses préoccupations exprimées, le secrétaire général du ministère de l'Énergie invite les populations à bien entretenir les différentes infrastructures. Je l'annonçais en titre, la semaine nationale de la planification familiale a été officiellement lancée à Zanyanando. Le ministère de la Santé et ses partenaires ont fait le déplacement dans cette commune d'Agonli pour donner le top des activités. C'est la 2e édition de la semaine nationale de la planification familiale. Après Gbokpa en septembre 2018, la commune de Zanyanando abrite cette 2e édition qui entre dans le cadre de la 13e journée mondiale de la contraception. La contraception, on a le droit de la célébrer parce qu'elle permet aux femmes, aux hommes, aux jeunes de gérer et de planifier leur vie et la venue de leurs enfants. La contraception permet aux couples d'espacer les naissances afin de créer les conditions nécessaires pour les enfants à s'épanouir. La contraception permet aux femmes d'éviter des grossesses trop rapprochées qui mettent en danger leur vie. Le Bénin s'est engagé à améliorer à l'horizon 2020 la prévalence contraceptive de 12,5% en 2014 à 20% en 2018. L'enquête démographique de santé 2017-2018 montrait que les 20% de prévalence contraceptive moderne n'étaient pas atteints. Pourtant, le Bénin est passé de 8 à 12%. Même si ce taux demeure l'une des plus faibles de la sous-région et que les besoins non satisfaits tournent environ autour de 33%. Une adolescente sur 5 a déjà commencé sa vie reproductive. Les adolescentes et jeunes présentent un risque élevé de mourir. Des causes liées à la grossesse, aux accouchements que les exposent souvent aux fistules obstétricales. Il est temps d'agir de toute urgence. Agir de toute urgence car les attentes en matière de planification familiale ne sont pas encore comblées. Le thème choisi pour la 13e journée mondiale de la contraception revêt une importance capitale. Car il s'agit de la contraception, allons encore plus loin ensemble. Dans le département du Zou, des efforts louables ont été consentis par tous les acteurs impliqués dans les activités de la planification familiale. Le plaidoyer, la sensibilisation et l'offre gratuite des méthodes de contraception sont les activités à mener dans le cadre de cette semaine nationale de la planification familiale. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même canal.
Bienvenue dans le tout nouveau magazine de la télévision nationale, le Rendez-vous de midi. Musique, littérature, cinéma, art plastique, photographie, en tout cas tout ce qui est culture, tout ce qui est art, on va passer cela en revue dans ma rubrique, ce sera pêle-mêle. On parlera des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On va parler de comment sécuriser ces données sur la toile, du cloud computing. Dans ma rubrique référence, nous allons parler entrepreneuriat, nous allons recevoir des entrepreneurs, nous allons les écouter sur les clés de leur succès, leurs difficultés. On aura également des séances de coaching. Il faut pouvoir s'adapter et mettre au goût du jour et de ses consommateurs tout ce que l'on a comme spécialité, comme domaine de compétences. Et maintenant, passons au plus intéressant. Comme vous l'avez su, focaliser les attentions parce que déjà l'évocation renvoie à l'idée de popotin, de cet attribut particulièrement chez nos femmes. Ensemble avec mes chroniqueurs, nous allons agrémenter votre mi-journée. Prenez le rendez-vous, bien sûr. L'ORTB, pas sans vous. Aujourd'hui. Dans Bonne Santé, nous allons parler de la première maladie génétique au monde, la drépanocytose qui touche particulièrement le continent africain. Mais professeur, je ne comprends pas. Comment devient-on drépanocytaire ? Est-ce que c'est, obligatoirement on le prend dans le sang des parents, mais est-ce que ça peut être aussi contagieux ? D'abord, il faut dire que la drépanocytose, on ne peut pas parler de maladie contagieuse en faisant allusion aux maladies infectieuses. C'est une maladie génétique. J'ai coutume de comparer les enfants drépanocytaires au lait sur le feu. Il faut tout le temps regarder parce que dès qu'on les perd du regard, le lait peut se renverser. Il faut faire attention à tout, à leur alimentation, à la façon dont ils sont vêtus. Dans Au service de tous, je vous présenterai une pharmacie digitale communautaire au Sénégal. Et enfin, dans Les femmes et les enfants d'abord, je reçois une femme incroyable qui se bat contre la malnutrition infantile. L'ORTB, pas sans vous. La collectivité Magbondé d'Idjaka, d'Oriketo, de Savé, de Cotonou et de Parakou, la famille Badjimou de Tchakaloke et de Moudji, la veuve Badjimou Ayena Ide, Joséphine, épouse Magbondé, Alphonse Sosa Magbondé, employé de bureau au CNH Hubert Kotoukou-Maga de Cotonou, fils du défunt, les familles parentes, allez-y, mais les frères et ceux du défunt, les enfants, ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur très cher et regretté Valentin Magbondé Sosa, dit Djigriou, ex-instituteur dans les écoles, catéchiste et responsable de communauté à la retraite, ex-jardinier fleuriste à la société sucrière de Savé 3S, rappelé à Dieu le lundi 23 décembre 2019 à Savé, des suites de nos côtes maladies dans sa 89e année, menée des sacrements de l'église. Jeudi 20 février 2020, 20h veille de prière et de chant en l'église Saint-Jean-Marie Vianney de Savé, dépôt B. Vendredi 21 février 2020, 16h retraite de corps à la morgue de l'hôpital de zone 2 Savé. 17h mescope présent en la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Savé, dépôt B. 19h expulsion du corps au domicile du défunt quartier dépôt B Savé. 20h départ de la dépouille pour son village natal Idjaka Itagi. 21h30 veille de prière et de chant dans la maison familiale. Samedi 22 février 2020, 5h du matin, cérémonie coutumière. 10h mescope présent en l'église catholique Saint-Dominique d'Itagi, suivi de l'inhumation cimetière familiale. 13h remerciements, 16h danse et manifestations diverses. Dimanche 23 février 2020, 9h messe d'action de grâce et d'enlèvement de deuil en l'église catholique Saint-Dominique d'Itagi. Le directeur général adjoint des impôts porte à l'attention